Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le récap d'une matinale à laquelle j'ai eu la chance d'assister et qui était vraiment incroyable en termes d'apprentissage. Mais notamment, je voulais vous parler d'IA et d'éthique. Alors, la matinale, c'était une matinale IA et communication, éthique et pratique. Et je remercie Sabine Maréchal qui a eu la gentillesse de m'inviter à cette matinale, ce qui m'a permis d'avoir une belle vision en fait de où on en était par rapport à l'IA. Ça permettait de refaire un point, ce qui était intéressant. Et donc, je vais vous partager ce que j'ai appris durant cette matinée. Alors bien sûr, ça n'engage que moi et ce n'est que via mon prisme. Néanmoins, des stats sont quand même intéressantes. Alors l'introduction a commencé avec une étude Ipsos qui disait que 50% des Français sont plutôt anxieux vis-à-vis de l'IA et qu'en Europe, c'est plutôt 53%. Ça montre quand même que la moitié des Français sont tout de même inquiets par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative et qu'en Europe, on est même encore plus anxieux qu'en France. Et notamment, ça vient du fait d'une demande de transparence de l'usage de l'intelligence artificielle par les prestataires qui travailleraient avec des entreprises pour avoir un petit peu plus de transparence. Alors c'est vrai que si on demande de la transparence à des OpenAI ou à n'importe quel LLM pour savoir comment sont utilisées les données et quelles sont les bases d'entraînement et comment on arrive à ces résultats, eh bien même les scientifiques parfois n'arrivent pas à répondre à cette question. Il est donc bien de dire qu'on a besoin de transparence, mais il n'est pas certain en tout cas qu'on y arrive. Ensuite, un autre chiffre qui était intéressant, c'est que aux États-Unis, eux, ils sont plutôt dans une normalisation de relations avec l'intelligence artificielle. Et pour 77% d'entre eux, ils souhaitent un ralentissement par rapport à la fast innovation. C'est vrai que l'IA, ça va très vite, ça va très loin, ça va très fort. Et donc, les Américains souhaiteraient qu'on aille un peu moins vite. Peut-être aussi pour laisser le temps à la réglementation. Oui, il n'y a pas que les Français qui veulent réglementer, et aussi pour donner un cadre et donc un certain respect de toutes ces informations qui sont utilisées. Alors en France, ce qui ressortait aussi d'une autre étude, c'est qu'il y avait une sorte de schizophrénie des entreprises face à l'intelligence artificielle, puisque l'usage de l'intelligence artificielle, alors générative, il est partout, mais il n'y a pas réellement de règles éthiques. Il y a un grand manque de formation des collaborateurs parce qu'il faudrait pouvoir former tout le monde en même temps, au même moment, aux outils au début, donc c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, parce que ça a pas mal évolué. Donc c'est pas possible, on va pas se mentir, même s'il y a énormément d'entreprises qui le font, on peut pas former tout le monde en même temps. Il y a un manque d'informations par rapport à l'éthique et l'usage de l'IA. Ensuite, il y a une demande de productivité qui est augmentée par les entreprises à cause de la mise en place de ces outils d'intelligence artificielle. Alors une autre schizophrénie, c'est qu'en fait, les entreprises, avec la mise en place de tous ces outils d'intelligence artificielle, souhaitent voir une productivité augmentée. Alors c'est pas gagné parce qu'en fait aujourd'hui c'est quand même très difficile d'avoir un ROI et de pouvoir mesurer un réel impact sur la mise en place des outils d'IA versus ce qui est fait en day-to-day. Même si on constate, selon pas mal d'études, une amélioration de la productivité, il est quand même assez difficile aujourd'hui de pouvoir bien mesurer cette réelle augmentation et de mesurer aussi l'impact de la mise en place de ces outils d'IA. Néanmoins, c'est une demande des entreprises. Et il y a aussi une gestion du risque et de la cybersécurité qui deviennent très contraignants, puisque quand vous voulez mettre en place des outils d'IA générative, généralement, c'est pas complètement fermé, même si énormément d'entreprises demandent du Microsoft parce que c'est censé être plus sécuritaire. La réalité, c'est que Microsoft, OpenAI ou un autre LLM, c'est le même combat, dans le sens où ils utilisent les données pour entraîner leurs outils. Maintenant, quelle est la réalité derrière tout ça? Jusqu'où on a des limites?
Quand on lit tout ce qui est protection des données, confidentialité, toutes les clauses de confidentialité de Microsoft ou d'OpenAI, finalement, se ressemblent beaucoup. Et n'oublions pas aussi que OpenAI appartient en majorité, pour une grande partie en tout cas, à Microsoft. Donc bon, je vais clôturer cette parenthèse, mais Microsoft plus safe qu'OpenAI, c'est pas garanti. Du côté des agences, alors comment les agences ont implémenté, notamment les agences de communication, ont implémenté les outils d'intelligence artificielle? Alors on a eu un témoignage de la part d'Arkane, The Arcane, qui a développé sa propre IA en interne pour rédiger des textes. Alors ils appellent ça la maison des messages. Donc dans cette maison des messages développée par une IA, ils vont pouvoir générer des communiqués de presse ou tout type de documents. Hyper intéressant. Ça leur permet aussi, alors souvent dans les appels d'offres, on leur demande s'ils ont utilisé l'IA et si oui, comment. Donc ça concerne a priori toutes les agences. Est-ce qu'elles vont utiliser l'IA? Et si elles utilisent l'IA pour répondre, dans la réponse à cet appel d'offres, comment elles vont l'utiliser? Et c'est souvent une demande qui est faite par les services achats qui utilisent cet argument pour réduire les coûts, puisque si c'est utilisé avec de l'IA, ils partent du principe qu'il n'y a pas forcément l'humain qui est derrière. Alors c'est quelque part gênant, puisque c'est une remise en cause des business models des agences qui vendent du temps, même si l'IA nous permet d'aller plus vite et plus loin sur certains projets, certains sujets, il y a quand même du temps passé à prompter, à trouver la bonne réponse, il y a quand même un temps passé qui n'est pas négligeable. Ça a posé question dans quelques temps des agences et des marques. Ensuite, il y a eu un petit focus sur l'IA Act. Alors l'IA Act, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a été voté définitivement en 2024 et il sera pleinement mis en place en 2026. Il concerne le code de conduite qui est à mettre en place, notamment du côté des industriels. Il réglemente la mise sur le marché. Il y a une exigence de transparence de l'usage de l'IA et l'IA Act est un règlement européen qui permet de pouvoir réglementer l'IA, mais qui ne concerne pour l'instant que l'Europe. C'est quand même hyper important d'en avoir un, même s'il est pas mal décrié. Ça permet d'avoir un cadre, et notamment pour tout ce qui concerne l'éthique. Alors, concernant les chartes éthiques d'intelligence artificielle, il y a eu un témoignage comme quoi la mise en place des chartes éthiques en interne, finalement, elle repose généralement sur 10 points qui sont 10 points essentiels, et bien souvent, on va retrouver dans ces 10 points le respect des exigences de l'IA Act. Alors, il y avait un problème qui était décelé en agence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'était notamment le fait que la plupart des communiqués de presse étaient générés avec de l'IA. Et donc, le souci, c'est que quand les journalistes allaient voir les personnes de l'agence pour leur demander ce qu'il en était par rapport au papier qu'ils avaient rédigé, finalement, il n'y avait pas beaucoup de fond puisque ça a été généré par de l'IA. Donc, on n'a pas réellement réfléchi, on n'a pas été impliqué dans la rédaction comme si on l'avait fait sans IA, et ça donnait un manque de pertinence quand les personnes en fait pitchaient les journalistes. Alors la solution proposée, c'était d'impliquer ces jeunes dans la création d'un outil interne pour développer justement cette IA interne qui permettait de rédiger des communiqués de presse. Alors moi, je ne suis pas forcément convaincue que ce soit la solution. Néanmoins, effectivement, impliquer les jeunes dans la création des outils et savoir comment ça fonctionne, oui, ça peut être une solution pour les aider peut-être à mieux réfléchir ou mieux se projeter par rapport à ce qu'ils vont faire ensuite. Avec une question qui était quid de la dette cognitive ou de la dette morale? Ensuite, nous avons eu l'intervention de Sabine sur les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas tout vous détailler évidemment parce que c'était très riche, mais c'était quand même très intéressant. Les émissions de gaz à effet de serre, nous sommes au-dessus, avec un objectif qui était de 1,5% pour cette année, et on serait plutôt autour de 4 à 5%, donc c'est quand même assez dramatique, ne minimisons pas. Et des Microsoft qui sont à plus 30% au lieu des moins 40% annoncés, notamment à cause de l'IA. Pour Google, on est à plus 38%, donc on voit que la tendance qui était à diminuer les gaz à effet de serre, en fait, n'est plus là, notamment à cause des outils d'intelligence artificielle. En termes de consommation électrique, avec des data centers qui consomment plus 12%, 10 entreprises qui absorbent 2,5% de la consommation mondiale et des requêtes sur ChatGPT qui ont fait x6 versus Google.
avec une solution des Américains qui serait de créer plus de centrales nucléaires, et notamment Microsoft qui a réactivé une centrale aux États-Unis et Meta qui parle d'en créer une, il me semble. Ça fait quand même beaucoup de pouvoir entre les mains de personnes qui ne sont pas politiques et de personnes qui sont finalement des providers de services. Ça pose d'autres questions qui sont intéressantes à se poser, et notamment avec cette vision-là. En termes de consommation d'eau, on serait à x10, notamment à cause des data centers d'ici 2030. Pour répondre aux besoins en IA, il faudrait construire 78 data centers de plus. En termes d'infrastructure, c'est problématique puisque tout est développé et devient obsolète très vite, donc ça amène de la surproduction et de la surconsommation. L'IA green, c'est souvent une légende urbaine, à cause notamment de l'effet rebond. Et en termes d'impact social, on a des mannequins qui sont remplacés par des jumeaux numériques, comme on a pu le voir avec H&M, ou encore des influenceurs virtuels pour Qatar Airways. On a quand même des personnes qui vont perdre leur emploi. Sous couvert de le mannequin prend l'avion, du coup consomme vachement d'énergie, etc. On fait son jumeau numérique et donc on est plutôt IA friendly, on est plutôt environnement friendly. À voir dans le futur si c'est quelque chose qui va se développer ou pas. En termes d'impact sociétaux, il y a un creusement des inégalités qui est d'autant plus fort puisque tout le monde n'a pas accès au digital, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur et du coup, avoir accès aux IA et à un service internet, ça demande encore d'autres matériels et du coup, ça commence à faire une grosse fracture. Faut-il tout arrêter suite à toutes ces informations? Évidemment, ça peut paraître un petit peu dramatique et il faut pas le minimiser. Oui, il y a des impacts. Maintenant, est-ce qu'il faut tout arrêter? Non, ce serait complètement illusoire. L'IA est implémentée, elle est là pour rester, j'ai envie de dire. Et l'IA for Green, en fait, il y a quand même beaucoup de données qui permettent de bien exploiter et utiliser de façon utile toutes ces données pour pouvoir chercher des solutions sur l'impact environnemental. Donc, ça reste intéressant. Ce qu'il faut, c'est pas... Alors, il faut. C'est un terme un petit peu trop puissant. Néanmoins, on sait que si on va générer des vidéos ou des images sur ChatGPT et notamment tous les starter packs qu'on a pu voir dans tous les sens ou tous les Ghibli, là, il va y avoir un impact environnemental qui sera assez fort. Et si tout le monde fait un petit peu attention, on peut espérer qu'il y ait un peu moins de consommation. Ensuite, on a eu une autre intervention sur la modération et l'IA contre la toxicité et la désinformation, avec notamment le bad buzz qui a eu lieu avec tous les sacs de luxe qui étaient finalement soi-disant made in China et qu'en fait, en Chine, on faisait exactement les mêmes sacs de luxe qu'un Louis Vuitton. Et que ça servait à rien d'acheter des marques de luxe, il valait mieux acheter des sacs réalisés directement en Chine. Bon, bien sûr, ça a été démontré que c'était faux, c'était des fake news, mais ça a été amplifié et ça a quand même eu des dégâts importants sur les marques. Et puis, une question, est-ce que c'est vrai? Comme toutes les fake news, du coup, c'est toujours beaucoup plus difficile d'aller prouver que c'est faux que l'impact que ça a qui est négatif pour les marques. Et enfin, on a terminé avec le droit d'auteur, avec une IA performante et éthique est-elle concrètement possible? Et puis des questions juridiques toujours pas réglées. Donc c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions là-dessus. Et moi, je terminerai en disant qu'il faut une analyse fine d'un juriste qui est nécessaire pour préserver tout ce qui est droit d'auteur. Et en droit d'auteur, on protège l'œuvre, pas la façon de faire ou la personne. Ça ouvre quand même pas mal de portes, utilisation aux IA artistes, utilisation des outils d'IA, etc. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des informations. Moi, j'ai été ravie de participer à cette matinale. Je remercie une nouvelle fois Sabine et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.